Le président béninois Yahi Boni était dans la capitale économique ivoirienne aujourd'hui. Il s'est entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont évoqué notamment la situation au Burkina Faso. Le sommet de Davos s'ouvre demain mercredi, mais avant le début des travaux, l'organisation non gouvernementale anglaise a publié un rapport hier. Ce rapport est intitulé « Une économie pour les 1%». La mauvaise haleine ou la mauvaise odeur de la bouche, quelle solution? Comment y remédier? Dans cette édition, vous aurez les conseils des spécialistes. Un mois après la signature d'un accord politique parrainé par l'ONU, les Libyens ont annoncé aujourd'hui la formation d'un gouvernement d'union nationale. Cette équipe est composée de 32 personnes. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Le président béninois Yahi Boni, je l'ai dit, était dans la capitale économique ivoirienne aujourd'hui. Il s'est entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, une visite de travail de quelques heures. Les deux chefs d'État ont évoqué notamment la situation au Burkina Faso. Ils appellent tous les pays de la sous-région à unir leurs forces et leurs ressources pour lutter contre le terrorisme en Afrique. Le reportage de Viviane Aimé. En route pour son pays, le Bénin, après sa visite de solidarité aux autorités burkinabées suite à l'acte terroriste djihadiste perpétré vendredi dernier contre le splendide hôtel de Ouagadougou et qui a fait 30 morts et de nombreux blessés, le président béninois Thomas Boni Yahi a fait ce mardi en fin de matinée une escale à l'aéroport international de Port-Boué. Accueilli par le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête dans le salon du pavillon présidentiel. Si l'attentat djihadiste dans la capitale burkinabé apparaît comme un signe annonciateur de la propagation du terrorisme désormais sur l'ensemble de la sous-région ouest-africaine, l'urgence de l'heure commande cette rencontre avec le chef de l'État ivoirien, a souligné le président béninois. Après leur entretien, les deux chefs d'État se sont adressés à la presse. Le président Alassane est notre doyen d'âge et je crois que pour avoir une longue expérience, et donc je pense que ça fait plaisir de venir le voir et d'échanger sur des questions d'intérêt bilatéral, des questions qui concernent également notre sous-région et pourquoi pas la question de la gouvernance des affaires de notre monde. Donc on a fait un tour d'horizon. Je voulais tout juste indiquer que ma rencontre fait suite à ce déplacement que j'ai eu à faire à ce pays frère, le Burkina Faso, et qui a été frappé, vous le savez bien, par le djihadisme. Les terroristes, et vous comprenez très bien qu'il s'agit d'un contexte particulièrement difficile pour chacun de nous tous, puisque après, c'est un fait quotidien maintenant avec le nord du Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger en ce qui concerne Boko Haram, et avant cela, je crois, mi-autres et d'autres djihadistes avec le Mali. Et donc, on constate que ce phénomène est en train de faire tache d'huile avec les dernières attaques, disons, du Burkina. Donc, j'ai porté vraiment la solidarité de la sous-région au président Roch du Faso, à son gouvernement et au peuple du Burkina Faso également. Il devait venir voir le président et notre chef doyen pour échanger un peu sur l'ampleur des dégâts et surtout, je crois, cette solidarité qui existe en notre sein et sur peut-être ce qui est encore possible à notre niveau et surtout qu'en leur nom, le message que j'ai passé, c'était de dire que le Burkina n'est pas seul dans cette épreuve. Mon frère, le président Thomas Yahi Boni, président de la République du Bénin, nous a fait le grand honneur de venir à Abidjan ce matin pour échanger avec nous. Nous sommes toujours très heureux de l'accueillir ici et
d'échanger avec lui compte tenu de sa grande expérience. Comme vous le savez, le président Yayi Boni a été président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, également président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et il vient de me transférer le flambeau, et a également présidé notre organisation la plus ancienne et la plus solide, le Conseil de l'Entente, dès ma prise de fonction en 2011. Et donc c'est toujours très utile pour moi d'échanger avec mon frère, mon ami. Et donc, Président, merci d'avoir fait le déplacement. Le chef de l'État béninois a ensuite pris congé de son hôte, le président ivoirien. L'escale aura duré environ 1h30. Et sur place au Burkina Faso, le bilan s'est alourdi. Il est de 30 morts après le décès d'une photographe franco-marocaine. Le gouvernement burkinabé a tenu à informer le corps diplomatique accrédité dans le pays. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères et des membres du gouvernement ont insisté sur l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme et d'éventuels futurs projets d'attentats. L'accent a aussi été mis sur la confiance que doivent avoir les partenaires économiques du Burkina Faso, privés ou publics, qui aident au développement de ce pays, et toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir leur sécurité, ont assuré les ministres burkinabés. La deuxième réunion du Conseil conjoint des chefs traditionnels et de communautés de Côte d'Ivoire et du Libéria vient de se tenir à Guiglo. Le président ivoirien et son homologue du Libéria étaient présents. Ce conseil qui vise à renforcer la cohésion, la sécurité dans la zone frontalière ivoiro-libérienne a été sanctionné par un communiqué final. Awa Touré. 3 ans après Zouédrou, la deuxième réunion du Conseil conjoint des chefs coutumiers et anciens des localités situées de part et d'autre de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria s'est tenue du 16 au 18 janvier à Guiglo, la capitale de la région du Cavalier. L'occasion pour les chefs d'État ivoiriens et libériens de passer en revue la mise en œuvre des recommandations issues de la première rencontre. Alassane Ouattara et Hélène Johnson-Sirleaf se sont félicités de la tenue de cette rencontre avant d'exprimer leur satisfaction pour les progrès réalisés. Notamment l'amélioration significative de la situation sécuritaire générale dans cette zone qui a favorisé le retour des réfugiés ivoiriens. Ils ont par conséquent encouragé les autorités compétentes des deux pays à poursuivre leurs efforts en vue du retour des derniers réfugiés ivoiriens encore présents sur le sol libérien. Les deux chefs d'État ont remercié les chefs coutumiers et anciens de la zone frontalière pour leur disponibilité et leurs actions en faveur de la paix et du renforcement de la coopération entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont invité le CCCA ainsi que toutes les autres parties prenantes à continuer dans cette voie et promis de soutenir les efforts dans ce cadre. Enfin, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de trouver des solutions durables aux problèmes de sécurité et de développement que connaît cette zone, afin que la paix, la cohésion et l'harmonie règnent entre les populations frontalières des deux pays qui ont une histoire et une culture commune. Les chefs traditionnels, les chefs de communautés, les femmes et les jeunes de la zone frontalière, à l'issue de 72 heures de travaux, ont pris des résolutions et fait des recommandations. Nous, les chefs traditionnels, les anciens, les représentants des femmes et des jeunes de la zone frontalière des deux pays, décidons de mettre en œuvre les résolutions de la deuxième rencontre du CCCA tenue du 16 au 18 janvier 2016 à Guiglo. 2. De collaborer avec les autorités administratives et politiques, les réfugiés et le HCR en vue de trouver des solutions durables pour l'accueil et la réinstallation des réfugiés. 3. D'inviter les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Libéria
à prendre des mesures immédiates pour résoudre toutes les questions liées à l'occupation des terres le long des frontières communes. 4. D'encourager les gouvernements des deux pays à continuer à renforcer leur coopération vers la consolidation de la paix, la stabilité et la sécurité dans la zone transfrontalière. 5. D'inviter les deux gouvernements à tenir la 5e session de la Grande Commission mixte ivoiro-libérienne dans les prochains mois à Abidjan, en vue de trouver des solutions pérennes aux problèmes de la zone frontalière et aux questions d'intérêt commun dans le cadre général de la coopération bilatérale. 6. D'encourager les deux gouvernements à explorer les voies et moyens pour la mise en œuvre de projets de développement communautaire avec l'appui des partenaires multilatéraux. 7. D'accroître la participation des chefs et des anciens, ainsi que des jeunes et des femmes, dans la consolidation de la paix au niveau transfrontalier et le développement d'initiatives visant le dialogue. 8. D'encourager les deux gouvernements à conduire les réunions conjointes régulières et à partager les informations en matière de sécurité. 9. D'encourager les deux gouvernements à poursuivre les patrouilles conjointes permanentes aux frontières. 10. De lancer un appel aux deux gouvernements à se concerter en vue de mettre en œuvre le droit de poursuite dans le respect des lois ivoiriennes et libériennes et des conventions internationales. 11. D'exhorter les deux gouvernements à sensibiliser les jeunes sur l'importance de l'agriculture et à les soutenir par l'appui financier, technique, la formation et les initiatives de consolidation de la paix, ainsi que l'accompagnement psychosocial. Le prochain conseil conjoint des chefs coutumiers et anciens est prévu pour se tenir au Libéria en 2017. En marge de la rencontre des deux chefs d'État de la Côte d'Ivoire et du Libéria à Djiglo hier, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes a procédé à la remise de chèques. La ministre Mariatou Koné a donné cette assurance. Toutes les victimes recensées recevront réparation. Sylvie Touré. Elle avait déjà visité le Grand Ouest et apporté réparation à 400 victimes en qualité de directrice générale du Programme national de cohésion sociale, il y a de cela 4 mois. Mariatou Koné y retourne, cette fois en qualité de ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Objectif : parler de paix et de pardon aux populations de cette zone meurtrie par la guerre. Chères victimes et chers parents de victimes, le gouvernement se tient et se tiendra toujours à vos côtés. Sachez que votre douleur est celle de la nation entière. C'est parce qu'il s'agit d'une douleur partagée que nous devons savoir nous mettre au-dessus de nos souffrances pour pardonner et aller résolument à la paix et à la réconciliation. Nous ne devons pas vivre côte à côte, nous devons vivre ensemble. Deuxième articulation de cette rencontre, la remise de chèques aux ayants droit de personnes décédées. 216 bénéficiaires ont reçu chacun 1 million de francs CFA en guise de réparation. Le professeur Mariatou Koné a appelé à la patience les victimes non encore indemnisées. Pour les personnes qui sont victimes de pillage, de destruction de biens, c'est le plus nombreux. On ne vous a pas oublié. On attend simplement de disposer de la liste unique que la CONARIL va remettre officiellement au président de la République. Le processus ne s'arrêtera pas tant que la dernière victime n'est pas indemnisée, a promis la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Des propos rassurants pour les concernés qui ont salué l'entrée de l'ex-directrice générale du PNCS dans l'équipe gouvernementale. Le sommet de Davos s'ouvre demain mercredi, mais avant le début des travaux, voyons les enjeux de ce forum avec notre reporter Alexis Ouedraogo. Il s'envole pour le Forum économique mondial.
Un agenda surbooké sous les bras, le Premier ministre aura des panels à tenir, mais surtout des investisseurs à ramener. Ça permet à la Côte d'Ivoire de rencontrer des partenaires, à la fois publics et surtout privés, de façon donc à développer nos échanges et appeler le secteur privé à investir en Côte d'Ivoire. Le Forum économique mondial, un signe fort du repositionnement du pays sur la scène internationale. Parmi les sujets qui y seront abordés, celui de la sécurité en Afrique, plus que jamais d'actualité face à la montée du terrorisme. Ce qu'on demande, c'est que les pays développés appuient nos pays, singulièrement donc les associations sous-régionales, avec de la logistique, puisque c'est des moyens importants pour transporter les troupes d'un endroit à l'autre, et les moyens de communication. Une 50aine de chefs d'État sont attendus pour ce rassemblement annuel qui verra la participation d'environ 1500 chefs d'entreprise. Pour cette 46e édition, le thème retenu, la 4e révolution industrielle, celle de l'économie numérique. Au-delà du thème directeur, le forum de Davos est avant tout un lieu de rencontre informelle. Les pays viennent y vendre ou essayer de faire financer des projets importants. Et concernant toujours ce sommet de Davos, ce rapport publié par une ONG anglaise, le rapport est intitulé « Une économie pour les 1%. Le patrimoine cumulé des 1% les plus riches du monde a dépassé celui des 99% restants l'an dernier. L'ONG demande donc aux dirigeants de travailler à la réduction des inégalités de la croissance. Adama Kamagate, Thomas Kessambi. Ils constituent tout juste 1% de la population mondiale. Et pourtant, leur patrimoine cumulé a dépassé l'an dernier celui des 99% restants de la population mondiale. En 2015, ce pourcent a vu ses revenus atteindre les sommets avec près de 500 milliards de dollars, tandis que ceux des 99 restants de la population dégringolent. Ces chiffres devraient choquer tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait d'arguments raisonnables pour justifier que 62 personnes voient leur fortune augmenter de 500 milliards en 5 ans, alors que la moitié la plus pauvre de la planète voit la sienne diminuer de 1000 milliards. Mais malheureusement, nous nous habituons à ce genre de chiffres spectaculaires. Et cette prédiction était pour 2016 selon l'ONG. Mais grande fut la surprise qu'à moins d'un an du terme, celle-ci soit déjà atteinte. Pour Kathy Wright, ce fossé qu'elle qualifie de spectaculaire ne peut avoir d'autres explications que le paradis fiscal. Une estimation récente indique qu'il y a environ 1760 milliards de dollars dans les paradis fiscaux à travers le monde. D'après le rapport, 9 entreprises sur 10 figurant parmi les partenaires stratégiques du Forum économique mondial sont présentes dans au moins un paradis fiscal. Il faut agir et vite car une partie de la population mondiale souffre de la faim et d'autres calamités du fait de ces inégalités. L'ONG Oxfam exhorte les dirigeants mondiaux qui ont pris rendez-vous à Davos pour le Forum économique mondial à prendre leurs responsabilités. On estime aujourd'hui à près de 70 milliards de dollars de pertes émanant des personnes qui dissimulent leur fortune sur des comptes offshore. Rien qu'en Afrique, cette somme serait suffisante pour sauver la vie de 4 millions d'enfants, a conclu l'ONG. L'État ivoirien envisage de mobiliser cette année 1196 milliards de francs CFA sur le marché financier en attendant les titres issus de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne dénommé TPCI 5,85% 2015-2022 lancé par le Trésor ivoirien ont été admis aujourd'hui en bourse. La première cotation s'est soldée par un succès. Lansini Bakayoko, Jean-Jacques Amiala. À travers cette première cotation en bourse ce mardi, le Trésor public donne la possibilité aux investisseurs qui désirent acquérir ou céder des titres de le faire dans les meilleures conditions avec une garantie de liquidité nécessaire à la couverture de leurs besoins. Avec 100 titres échangés pour une valeur d'1 million de francs CFA, l'engouement est promoteur. Ce n'est que le début. Nous pensons véritablement que l'attrait aujourd'hui que les investisseurs ont pour notre marché va faire en sorte que tous les titres seront de plus en plus animés, que ce soit sur le marché des actions que sur le marché obligataire. Cette émission est intervenue en période préélectorale du 1er au 30 septembre 2015 a permis à l'État du Côte d'Ivoire de récolter sur le marché ouest africain
156,9 milliards de francs CFA sur un objectif de 150 milliards attendus. Pour l'année 2016, le gouvernement mise sur 1196 milliards de francs CFA sur le marché financier. Un défi qui nécessite l'engagement de tous les acteurs. Les performances que nous avons réalisées en 2015 l'ont été grâce au soutien du marché financier des différents acteurs du marché. Nous comptons cette année 2016 nous appuyer également sur leur compte de soutien pour pouvoir atteindre nos objectifs. Le financement du deuxième programme national de développement couvrant la période 2016-2020 est évalué à environ 30 000 milliards de francs CFA. Il va exiger du Trésor public une présence plus accrue sur les marchés financiers régionaux et internationaux. Une plateforme d'échange sur l'économie numérique se tient ici à Abidjan. C'est une occasion offerte aux experts pour partager des expériences en vue de la réduction des tarifs des services de télécommunication. Ahmed Traoré et Rigoré. Consolider les points de vue de l'Afrique par des contributions sur les principes de tarification et de comptabilité dans la douane, des télécommunications éthiques. C'est l'objectif de la plateforme africaine d'échange sur l'économie numérique qui se tient depuis ce lundi à Abidjan. Le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, ARTCI, a suggéré aux experts présents de concentrer leurs efforts sur le bien-être des populations en réduisant les tarifs du roaming. Le rendez-vous d'échange et d'études d'Abidjan va durer 5 jours. Il est organisé dans le cadre du Forum régional de l'Union internationale des télécommunications, UIT. On passe maintenant aux passations de charges au niveau du gouvernement ivoirien. Niamien Konan, ex-ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, occupe désormais le fauteuil du ministre de l'Habitat et du Logement. Il a reçu ses dossiers des mains de son prédécesseur, Mamadou Sanogo, désormais chargé de la construction et de l'urbanisme. Il a exhorté son successeur à poursuivre les travaux déjà entamés. Après 20 mois passés à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niamien Konan cède son fauteuil à Ramatali Bakayoko. Ramatali Bakayoko occupait avant cette nouvelle fonction la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny. Elle devra trouver des solutions aux problèmes qui minent le système universitaire et rendre possible l'effectivité du projet de l'université virtuelle. Quant à Niamien Konan, il s'occupera désormais du portefeuille du ministère de l'Habitat et du Logement social. Passons maintenant à la mauvaise haleine ou à la mauvaise odeur de la bouche. Comment y remédier? En tout cas, les spécialistes donnent ici des conseils dans ce reportage signé Ami Sissoko. La mauvaise haleine, également appelée halitose, reste tabou, au point qu'on ose rarement en parler. Sincèrement, moi je n'ai pas de mauvaise haleine. Il y a des amis qui ont la mauvaise haleine. Quand tu es assis en classe, ils viennent te saluer déjà même ces odeurs. C'est désagréable, mais au fait, tu ne peux pas les diper, c'est beaucoup vexant. Si tu as un bonbon en poche, j'enlève le bonbon, tiens, il faut sucer. J'étais à l'église un dimanche et ma voisine, chaque fois qu'elle me posait une question qu'elle voulait donner une réponse, vraiment je ne pouvais pas la regarder pour répondre. L'odeur qui sortait vraiment de sa bouche là n'était pas agréable. J'essaie de voir si ce sont ses dents qui sont peut-être noires ou bien tartrées, mais j'ai vu que finalement ses dents étaient bien blanches. Cocody, centre de consultation et de traitement odontostomatologique, CCTOS. Ici, sur 100 patients, 30 souffrent d'une mauvaise haleine ou mauvaise odeur de la bouche. Nous recevons beaucoup de patients souffrant de la mauvaise haleine. Certains savent qu'ils souffrent de mauvaise haleine. Par contre, certains peuvent souffrir de mauvaise haleine et ne pas le savoir. Et c'est quand le chirurgien dentiste le reçoit qu'il va le sensibiliser sur l'état de sa bouche et lui expliquer tout ce qu'il faut faire. La mauvaise haleine peut révéler une maladie selon les spécialistes. Elle est très souvent pénible pour la personne qui en souffre ainsi que pour son entourage. La bouche comporte des dents. Ces dents peuvent être source de mauvaise haleine s'il y a une mauvaise hygiène ou s'il y a des dents qui sont abîmées, qui retiennent des débris. Mais en même temps, la bouche, c'est un carrefour dans lequel aboutissent ce qu'on appelle les voies digestives. Donc, même si vous avez des dents très propres, que vous avez des problèmes, par exemple d'ulcères, ou de digestion difficile et tout, les gaz qui sont issus de cette digestion vont remonter à la bouche et on va percevoir la mauvaise odeur. Vous avez certains médicaments. Vous avez par exemple l'alcool. Il y a beaucoup de causes qu'il faut savoir rechercher pour pouvoir avoir le bon traitement.
Pour éviter la mauvaise haleine, Agathe, comme bien d'autres patients, consultent les dentistes. Je viens chez le dentiste pour l'entretien de mes dents, pour avoir une bonne haleine, pour ne pas que on me dise que je n'ai pas une bonne haleine. Depuis tout le temps, personne n'a envie quand même d'avoir une mauvaise haleine. Hein. Oui, ça c'est sûr. Je suppose ça mal chez mes semblables. Bon, je fais l'effort aussi pour entretenir ma bouche. Mes petits-enfants me disent toujours, on dit de nous brosser le matin, de nous brosser quand on a fini de manger. Bon, quand on fait ça, c'est sûr que la mauvaise haleine s'éloigne de nous. Hein. Avoir une mauvaise haleine n'est pas une fatalité. En dehors du brossage régulier des dents, il existe plusieurs solutions pour venir à bout d'une haleine fétide. Tant qu'on n'a pas éliminé les dépôts qui sont sur les dents, la personne risque de continuer à avoir la mauvaise haleine. Tout chirurgien dentiste peut traiter la mauvaise haleine, mais il y a des services spécialisés. Quand c'est un problème qui devient trop grave, il faut voir le service de parodontie dans lequel je suis. En ce cas, on fait des traitements plus poussés jusqu'en dessous de la gencive pour éliminer tous les dépôts qui sont sur les dents. Et quand on a fini ce traitement au niveau de la bouche et que la mauvaise haleine persiste, il faut que le patient aille voir le médecin généraliste pour rechercher s'il ne souffre pas d'un diabète, des problèmes digestifs, des problèmes pulmonaires, des problèmes au niveau du nez. Retrouver une bonne haleine est donc possible. Consulter au moins 2 fois par an le chirurgien dentiste permet de retrouver le sourire. Et avoir aussi une bonne haleine, c'est consommer aisément la pomme d'anacarde. On parle maintenant de transformation de cette pomme en produits dérivés. Découvrons cela avec nos reporters Soro Corona et Chaltatou. Du vin, du champagne, du jus, de la liqueur, du tourteau, de l'aloco et des aliments pour bébés. Ces produits, tous dérivés de la pomme de l'anacarde, sont en expérimentation dans la sous-préfecture de Kofi à Mokro. Lorsque vous prenez la pomme, vous avez le jus. Ce jus-là, si vous le laissez pendant un certain temps, il fermente. En fermentant, vous pouvez avoir soit du vinaigre. Si vous continuez à fermenter, vous pouvez avoir du vin, vous pouvez ainsi de suite. Aujourd'hui, nous décidons soit de faire de l'alcool ou nous décidons de faire du vin. Le produit lui-même, en tant que tel, c'est-à-dire vin, nous allons le faire maintenant. Nous faisons des échantillons pour dire à nos gouvernants, nous pouvons faire du vin avec l'anacarde. On leur apporte la preuve. Cette expérimentation va concerner plus de 150 hectares d'anacarde pour une production annuelle estimée à plus de 18 000 tonnes de pommes. Les premiers produits sortis de ces champs, à savoir la liqueur, le jus et l'aloco, sont déjà appréciés. C'est du jus nature, ça a bon goût. L'aloco, à partir de la pomme d'anacarde, est parfaitement comestible. Dans des régions où il n'y a pas de bananes, on peut, en tout cas très raisonnablement, consommer l'aloco à partir de la pomme d'anacarde. Je mange encore et c'est très bon. Outre ces produits dérivés de la pomme de l'anacarde, la coque de la noix de cajou sert à la fabrication de plusieurs lubrifiants. Vous avez la coque. Dans la coque, il y a ce qu'on appelle le baume. Ce baume, une fois extrait et raffiné selon le type de raffinage, vous obtenez les lubrifiants des avions. Ils brûlent autant que le bois, autant que le charbon. Donc on peut produire de l'électricité avec. Depuis la campagne 2014-2015, la Côte d'Ivoire est désormais le premier producteur mondial de l'anacarde avec plus de 600 000 tonnes qui représentent seulement 10% du fruit de l'anacardier. Plus de 5 400 000 tonnes de pommes sont rejetées. La transformation de la pomme de l'anacarde en produits dérivés pourra faire de l'anacarde un secteur pourvoyeur d'emplois. Hors de la Côte d'Ivoire, un mois après la signature d'un accord politique parrainé par l'ONU, les Libyens ont annoncé aujourd'hui la formation d'un gouvernement d'union nationale, une équipe de 32 personnes composée après d'interminables négociations. Un seul gouvernement, c'est donc désormais un seul interlocuteur pour la communauté internationale qui attendait cela pour pouvoir aider les Libyens à affronter les immenses défis auxquels le pays fait face. Fin de ce 20h à 23h, Hamza Diaby prendra le relais pour un nouveau journal. Merci à vous tous de votre aimable attention.